une douzaine de mémoires autour de la table. Et le consensus, tout le monde se pose ce genre de questions. Et le consensus, c'est qu'il faut aller en... C'est là la question, oui. Tout signe visible, ma fin en France, c'est ça. Regarde, c'est là que je mettrais les papiers pour le bon rapport. On ne dit rien parce que il n'y a rien. Mais alors, il y a le génocide derrière, on ne peut rien dire. Non, on parle pas des Nordiques de Québec. On parle du Canadien, peu importe ce temps-là. Le Canadien multiculturel, pas multi-patineur. Canadien patineur. Alors, je vous présente M. Yvan Lamonde, le lauréat de cette année du prix Condorcet des Saules. Et on veut l'honorer cette année en tant qu'humaniste, philosophe et historien, et aussi membre de l'Académie des arts et des lettres des sciences du Canada. Puis il a publié plusieurs ouvrages sur la laïcité ces dernières années qui vont avoir une importance intéressante dans le cadre du débat qui a déjà commencé et qui va se poursuivre pour un petit bout. Alors, l'heure de vérité, la laïcité québécoise à l'épreuve de l'histoire et de l'histoire. Quelle laïcité? Ça, c'est un débat entre M. Demers et vous-même. Et pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, ça, c'est un recueil de textes qui a été publié avec M. Daniel Barry, qui est aussi présent dans la salle, et qui traite des enjeux juridiques, politiques et philosophiques de la laïcité. Puis en plus, publié 2 volumes sur Louis-Antoine Desaules dans les années 94. Il a publié beaucoup de livres aussi, entre autres. Alors, comme vous le savez, pour la plupart, le prix Condorcet Desaules a été institué par le mouvement laïque en 1993 pour souligner la contribution marquante d'une personne ou d'un groupe de personnes à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec. Nicolas de Condorcet, dont certains ont déjà entendu parler, est un grand philosophe politique, économiste, mathématicien et homme politique français. Il s'est engagé activement dans la lutte pour le respect des droits humains. Il a pris la défense de la liberté de conscience, du droit de vote pour les femmes, la liberté de presse et du droit de tout citoyen pour exercer la religion de son choix ou d'en avoir aucune. Il était aussi pour la séparation de la religion et de l'État et pour la répartition égalitaire des richesses. Condorcet est considéré comme ça le penseur de la laïcité moderne et de la démocratie républicaine. Le droit des femmes, ça je l'ai dit aussi. Il y avait aussi M. Louis-Antoine Desaules qui était au 19e siècle, 1819-1895. Lui, c'était un essayiste et homme politique qui était le neveu de Louis-Joseph Papineau et membre de l'Institut canadien, surtout à ce niveau-là qui est connu. Il a mené un combat inspiré du même idéal de la laïcité en faveur de la liberté de penser. Il affrontait à ce moment-là le cléricalisme ultramontain, ça on en parle dans le livre de M. Lamont, qui prétendait alors constituer le pouvoir ecclésiastique en véritable État dans l'État. Alors son action et son œuvre font de lui un fils spirituel de Condorcet en terre québécoise. Alors avant de passer la parole à Michel Lincourt, qui va vous présenter officiellement le prix, je veux souligner les salutations de M. Guy Rocher, Rodrigue Tremblay, Caroline Beauchamp, qui est ancien lauréat du prix Condorcet, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui vous salue, et de Daniel Barry, qui lui est ici présent, et qui a collaboré justement avec M. Lamonde dans sa dernière publication. Et Julie Latour se joint aussi à nous pour vous féliciter. Alors, je passe la parole à M. Lingot. Merci, merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous honorons un historien. Qu'est-ce qu'un historien? C'est un monsieur qui raconte une histoire. Ça, nous l'avions deviné. Mais tout de suite, ça se complique, car l'encyclopédie nous informe que l'histoire de l'historien est le récit des faits donnés pour vrais, alors qu'au contraire, celui de la fable est le récit des faits donnés pour faux. Le défi de tout historien est donc de décortiquer le vrai du faux, l'histoire de la légende, la vérité vérifiable de la propagande opaque. Malgré que le métier d'historien ne soit pas une sinécure, Yvan Lamonde a choisi d'y ajouter une difficulté. Il s'est donné pour mission de raconter l'histoire la plus complexe qui soit, je veux dire l'histoire de la philosophie où la vérité se cache toujours derrière le doute, et l'histoire des idées, où
où la vérité multiple de l'un se heurte sans cesse à la vérité non moins plurielle de l'autre. Année après année, au fil de la publication de ses œuvres, Yvan Lamonde a relevé ce défi avec panache. Pour accomplir cet exploit avec le sourire, je soupçonne Yvan Lamonde d'être un peu philosophe. Ou est-ce l'influence de sa compagne, Micheline Duhem, professeure de philosophie au Cégep Édouard-Montpetit? Professeur émérite de l'Université McGill, il enseigne depuis 1972, Yvan Lamonde a obtenu son baccalauréat essor au Collège de Joliette, une première maîtrise essor en philosophie à l'Université de Montréal, une seconde en lettres et histoire à l'Université Laval et un doctorat en histoire encore à Laval. Il a passé une part importante de sa carrière universitaire à la direction du Centre d'études canadiennes françaises à McGill. Il a reçu de multiples récompenses, dont le prix de la présidence de l'Assemblée nationale du Québec, la médaille de l'Académie des lettres du Québec, le prix André Laurendeau de l'ACFAS, le prix Perséfoy de la Société historique de Montréal et le prix du gouverneur général du Canada. En 2003-2004, il fut nommé le chercheur de l'année de l'Université McGill. L'œuvre d'Yvan Lamonde est immense. Parmi ses nombreux essais, j'aimerais en citer 7 qui illustrent sa réflexion sur la laïcité. Lucie en a parlé un petit peu il y a une seconde. En 1980, il publiait chez Urtubise HMH La philosophie et son enseignement au Québec de 1665 à 1920. 14 ans et plusieurs ouvrages plus tard, il nous donnait chez Fidèles cette biographie de Dessaulles intitulée Louis-Antoine Dessaulles, un seigneur libéral et anticlérical. L'année suivante, toujours chez Fidèles, il faisait paraître Combats libéraux au tournant du 20e siècle. En 2000, chez le même éditeur, il publiait L'histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896. 10 ans plus tard, il sortait chez l'éditeur Del Busso un livre extrêmement important pour nous, L'heure de vérité. Celui-ci. La laïcité québécoise à l'épreuve de l'histoire. La même année, il participait à la publication de 2 ouvrages sur la laïcité. D'abord, Quelle laïcité, qui est une confrontation de 2 points de vue, celui du dominicain Bruno Demers et le sien. Enfin, chez Mediapol, il joignait ses efforts à ceux de Daniel Barry et de 9 autres auteurs pour publier aux presses de l'Université Laval un ouvrage collectif intitulé Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, enjeux philosophiques, politiques et juridiques. Uniquement sur la base de sa production, on voit qu'Yvan Lamonde mérite amplement l'honneur que nous lui faisons aujourd'hui. L'œuvre d'Yvan Lamonde appuie les initiatives actuelles du MLQ et celles de nombreux autres partenaires en faveur de la laïcité. 3 courtes citations de l'heure de vérité illustrent cette contribution. La première est celle-ci. Lamonde raconte qu'à l'été 1868, Monseigneur Bourget a condamné Dessaulles et l'Institut canadien. L'évêque de Montréal n'a pas mâché ses mots. Parlant de l'Institut canadien, il fulmina qu'il faudrait avant tout le faire renoncer à la tolérance, qui est la fin de sa fondation. Du coup, l'annuaire de l'Institut canadien pour 1868 fut mis à l'index. À la fin de la même année, un membre de l'Institut, Joseph Guibard, décéda. Monseigneur Bourget lui refusa la sépulture au cimetière Côte-des-Neiges sous prétexte qu'il appartenait à une association mise à l'index. Dessaulles s'insurgea, s'écria que l'Église abusait de son pouvoir et dans une célèbre conférence lança ceci: « Je suis convaincu qu'il n'est pas possible que les hommes éclairés qui président à l'administration de la justice en ce pays n'affirment pas ce principe fondamental de droit public, que l'Église est dans l'État et non l'État dans l'Église. Je vous soumets que l'affirmation de ce principe est encore d'actualité. » La deuxième citation nous rappelle que l'enjeu de la laïcité dépasse la question, demeurant fort importante, de la place de la religion à l'école. Cet enjeu, écrit Yvan Lamonde, c'est la reconduction d'un humanisme, le souci de connaître ce que les hommes, frères et semblables, ont eu, ont et auront en commun. Il s'agit de savoir quel humanisme on veut, un humanisme laïque ou un humanisme d'un autre type. Oui, aujourd'hui, dans le débat sur la Charte de la laïcité, c'est la question que nous posons. La troisième citation parle encore de la lutte actuelle en faveur de la laïcité. Il reste un dernier combat à franchir, nous dit Yvan Lamonde, c'est la reconnaissance formelle de la neutralité de l'État.
Il faudrait constitutionnaliser ce principe pour disposer d'un référent universel et pour disposer du coup de l'approche conflictuelle, socialement et politiquement improductive du cas par cas. C'est ce que le MLQ s'évertue à dire depuis plus de 30 ans. Mais il y a plus. Notre décision d'honorer Yvan Lamonde se fonde aussi sur ses qualités personnelles. Je n'hésite pas à dire qu'Yvan Lamonde est l'incarnation contemporaine de l'honnête homme. J'aimerais préciser, honnête homme comme à l'ancienne, c'est-à-dire comme le définissaient les penseurs des Lumières. Dans l'encyclopédie encore, on décrit l'honnête homme comme celui qui nourrit l'habitude des vertus tranquilles. L'honnête homme, c'est-à-dire Yvan Lamonde, est aimable et raisonnable, pratique les bonnes mœurs sans en faire l'étalage, préfère la justice à la miséricorde, traite ses semblables avec politesse, se montre en tout temps curieux de connaître et cultive le goût des bonnes et belles choses. L'honnête homme historien, Yvan Lamonde, aborde son métier avec un esprit à la fois critique et ouvert. Il se montre méticuleux sans être pointilleux. Parmi les multiples faits qui s'accumulent devant lui, il sait discerner celui qui est véritablement historique. Il sait analyser les idées disparates et les rassembler dans une synthèse compréhensible au lecteur qui n'a pas son érudition. Yvan Lamonde n'aime pas qu'on le qualifie d'intellectuel. Il préfère le titre d'historien. Alors que l'intellectuel trottine sur les tribunes, Yvan Lamonde a choisi l'immobilité de la réflexion. Mais pour moi, cette immobilité est une illusion d'optique. Vu de loin, on pense que l'historien ne fait rien. Mais pour peu qu'on s'approche de lui, on découvre qu'il s'active. Que fait-il? Il creuse, et des profondeurs, il extirpe des réalités parfois longtemps enterrées, souvent oubliées. Cette mise en lumière des souvenirs collectifs, n'est-ce pas un travail qui exige une grande énergie, une grande solidité de conviction aussi? Le travail de l'historien n'est pas passéiste. Au contraire, il est un fabuleux et passionnant labeur qui s'effectue au présent. Le souvenir subitement exhibé par l'historien faussement immobile ne devient-il pas tout à coup un fait du présent? Un fait qui s'ajoute à d'autres faits historiques, eux aussi découverts par l'historien. Et celui-ci organise tous ces faits en un ensemble cohérent, un récit passionnant, rien de moins qu'un puissant faisceau qui éclaire notre passage vers demain. Pensons-y un peu. Peut-on décemment construire notre avenir sans les matériaux que sont les souvenirs? Par son travail, Yvan Lamonde nous rappelle cette maxime de sagesse, à savoir qu'il vaut mieux, avec l'expérience bien comprise du passé, construire aujourd'hui l'avenir que l'on souhaite, plutôt que de laisser le hasard de l'ignorance nous imposer sa médiocrité. Mes chers amis, je suis heureux de vous présenter le lauréat du prix Condorcet de Sauge 2013, le professeur Yvan Lamonde. Bien mérité. Juste avant que vous interveniez, je voulais vous dire qu'on a la première lauréate du prix Condorcet, Mme Micheline Trudeau. La plus vieille. Faut que tu mettes sur la première. Alors, on n'a pas besoin d'anticiper de reconnaissance pour commencer à faire les choses. Mais que la reconnaissance vienne une fois les choses faites, celle-ci paraît d'autant plus agréable qu'elle est inopinée et gratuite. J'apprécie donc que mes pairs, en laïcité, aient vu ce que j'ai fait comme historien pour donner une profondeur historique aux aspirations laïques d'une société où cette trame a été gommée par l'historiographie cléricale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. J'éprouve une grande fierté à ce que nos combats, aux modalités différentes, s'arriment
et se conjuguent pour donner toute leur pesanteur à nos convictions de citoyennes et de citoyens. La vie de Louis-Antoine Desaulles fut exemplaire dans le combat indéfectible de celui-ci pour la laïcité qui, à cette époque, devait prendre la forme de l'anticléricalisme. Le gendre de Papineau découvre à 21 ans la collusion du pouvoir religieux et du pouvoir politique chez lui au Bas-Canada à l'occasion de la résistance patriote de 37 et de 38. Et il découvre aussi cette collusion en Pologne, dans la collusion du pouvoir pontifical et du pouvoir tsariste contre les catholiques libéraux polonais. Collusion qui est donnée à lire dans un ouvrage de Lamennais, Les Affaires de Rome, que Desaulles lit comme un chasseur trouve abondance de munitions. 10 ans plus tard, au moment où l'appel au principe des nationalités est à son apogée en Europe, principe invoqué par les libéraux italiens fort occupés à faire l'unité de leur pays, Desaulles ne manque pas de voir que la nationalité se bute à une autorité religieuse ambitieuse de pouvoir temporel et opposée depuis 1837 à l'émancipation de la colonie de l'autorité politique métropolitaine. Tout comme son oncle, Louis-Joseph Papineau, Desaulles voit combien l'appui du clergé aux réformistes de La Fontaine et l'union décrétée par Londres, comment ces deux actions conjuguées mettent les Bas-Canadiens en minorité politique une fois pour toutes. Il faut avaler ces émancipations possibles, et ce n'est pas un anticléricalisme anachronique qui fait voir dans l'action de l'Église catholique bas-canadienne en 1848 une responsabilité politique. L'Église a voulu jouer le jeu politique. Ça implique une responsabilité politique aussi. Et donc, en 1948, l'Église est partie prenante dans cette responsabilité politique, dans le blocage d'une voie d'émancipation. Non seulement religieuse, on l'aura compris, mais aussi politique. On ignore ou on oublie souvent que la censure politique cléricale de 1937 et de 1938 se répète en 1848. Monseigneur Bourget relayant Monseigneur Lartigue, mais que cette censure se répète avec une efficacité irrémédiable. L'émancipation dans le monde ici-bas ne fut jamais un choix clérical, parce que l'Église savait qu'une émancipation en cachait une autre. On a cessé d'avoir peur de le dire. Promoteur de la raison et de son indépendance, Desaulles fait, sans le savoir évidemment, son autobiographie en faisant en 1856 une conférence publique sur Galilée. Défendant bec et ongle l'indépendance et l'autonomie de l'Institut canadien de Montréal, il y trouve une occasion et une motivation à dénoncer la confusion entretenue du temporel et du spirituel. Il écrit à Monseigneur Bourget en 1862, je vous fais aussi goûter au petit lait de l'écriture de Desaulles, votre grandeur veut mêler intimement les domaines spirituels et temporels pour diriger et dominer celui-ci au moyen de celui-là. Nous, laïcs, nous voulons éviter la confusion de ces deux ordres d'idées
Et nous voulons que l'ordre spirituel soit entièrement distinct de l'ordre temporel. En un mot, Monseigneur, dans l'ordre purement social et politique, nous réclamons notre entière indépendance du pouvoir ecclésiastique. Dessau n'a de cesse d'enquêter sur l'intervention du clergé en politique, en particulier à l'occasion de l'élection de 1867, qui, sans être référendaire, est devenue, en un sens, référendaire. C'est alors, après 1867, qu'il fait 3 conférences publiques réunies en 2 brochures qui seront 2 des 3 seuls imprimés canadiens jamais mis à l'index par le tribunal de l'Inquisition, celui-là même qui avait condamné Galilée. La première conférence porte sur la tolérance pour faire voir que le clergé se sert de la religion pour arriver à des fins politiques, pieusement appelées fins temporelles. Une conférence sur Guibard, auquel Michel faisait allusion, épingle l'arbitraire de Monseigneur Bourget, qui joue avec le supposé caractère sacré du cimetière catholique, jouant à sacrer et à désacraliser l'espace du cimetière selon qu'on y a pas enterré ou qu'on y enterre Guibard. Une 3e conférence enfin sur l'index lui-même, présenté comme un autre instrument d'intervention et de répression. En 1873, il résume dans un pamphlet au titre on ne peut plus clair, la grande guerre ecclésiastique, le débordement d'ambition ecclésiastique. Il écrit « Les choses ne peuvent bien aller dans un pays que quand chacun est à sa place, le clergé à l'autel, l'État aux affaires. Sinon, écrit-il, on fait des moines, pas des hommes, on organise un couvent, jamais une nation. » C'est assez léché comme frappe. Alors, l'homme dont vous avez associé le patronyme au prix que vous me décernez nous inscrit tous dans un même combat. Un combat que le mouvement laïque québécois continue de mener avec courage et doigté et auquel je m'associe. Au travail. Oh! Monsieur Lamont, votre conclusion est fort touchante. Et à propos. Ben bon, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui le veulent, les textes vont être publiés sur le site du MNP. La réponse de M. Lamont, les présentations. La présentation de M. Michel Legault.